Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le dernier épisode de Phototips, donc si vous n'avez pas vu les précédents, je vous conseille d'aller les voir pour mieux comprendre. C'est une vidéo qui est assez différente des autres, en fait c'est une sorte de compilation de plein d'autres tips que je peux vous donner mais qui sont trop courts pour en faire une vidéo complète. Et du coup j'ai tout condensé dans celle-là pour que ça soit plus facile pour vous. Pour le coup c'est assez subjectif, donc c'est pas forcément des tips à suivre au pied de la lettre. Donc dans cette vidéo on va voir comment sélectionner son matériel, par exemple type de boîtier, type d'objectif, type d'accessoire ou encore de filtre. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner au compte Instagram, c'est là que vous pouvez voir toutes les nouveautés et exclusivités que je ne peux pas faire ici. Voilà, on peut commencer la vidéo. Alors, qu'est-ce qui fait un bon boîtier ? Déjà c'est vrai, oui, il y a des boîtiers qui sont plus performants que d'autres, mais encore une fois, c'est pas le matériel qui fait le talent. Donc on a plusieurs types d'appareils, on a les boîtiers DSLR, les boîtiers hybrides et les boîtiers à pellicule. Alors bien évidemment, on peut avoir plusieurs modèles par type d'appareil, par exemple les bridge qui sont des boîtiers avec un objectif qui n'est pas interchangeable, les compacts qui sont généralement des petits appareils carrés, et qui sont pareils que les bridge, donc objectif intégré. Sur cela, il y a souvent un zoom numérique. Et après, on a les hybrides et les réflexes numériques qui, pour le coup, eux, se ressemblent un petit peu. Et là, on pourra changer d'objectif. Et pour préciser, les argentiques, ça marche avec de la pellicule, donc un peu comme les Polaroid. Sauf que pour le coup, vous serez obligé de développer vos photos. Donc un argentique, c'est pareil, ça peut avoir plus ou moins toutes les formes, c'est juste la prise de vue qui change. Pour les boîtiers DSLR, ça fonctionne avec un capteur numérique un peu comme les hybrides, mais le retour qu'on va avoir dans l'œilleton, c'est grâce à un miroir qui se reflète dans un pentagone. Alors que les boîtiers hybrides, c'est juste le retour du capteur. Ça, c'est vraiment si je dois vous résumer vite fait. Alors du coup, c'est quoi les avantages d'avoir un hybride ou un réflexe ? Déjà un boîtier réflexe ça coûtera forcément moins cher qu'un boîtier hybride. Ensuite l'autonomie d'un réflexe est bien plus longue que celle d'un hybride parce qu'étant donné qu'il y a plus d'électronique, on a besoin de plus de ressources pour alimenter tout ça. Certains modèles de réflexe sont aussi plus petits que les boîtiers hybrides qui pour le coup eux sont imposants et les objectifs sont aussi moins gros et moins lourds parce qu'on a moins de technologie dedans. Par contre les avantages de l'hybride sont aussi très intéressants. Déjà il peut être utilisé pour la photo comme pour la vidéo, d'où son nom. On peut aussi retrouver des capteurs qui sont plein format qui est vraiment le graal pour la photographie. Petit plus également vu que l'obturateur est électronique et qu'on n'a pas de miroir, le boîtier a la possibilité de ne pas faire de bruit. On a bien évidemment la possibilité de rajouter le clic-clic de l'obturateur, mais ça reste un son qui est rajouté. Donc quand vous shootez dans les endroits là où il faut rester silencieux, c'est quand même bien pratique. Les capacités d'un hybride sont globalement à peu près les mêmes que celles d'un réflexe, mais en 10 fois mieux et en 10 fois plus ergonomique. Faut savoir aussi qu'un boîtier hybride ça va forcément coûter plus cher, et il sera aussi moins réactif au démarrage. En fait, si vous préférez, un hybride est à la photo, ce qu'un gros PC gamer est à l'informatique. Donc il mettra forcément plus de temps à démarrer. Donc si vous n'avez pas de budget, que vous savez pas vraiment quoi prendre en photo et que vous débutez, vous pouvez concrètement retrouver la même qualité que celle d'un hybride mais sans le confort. C'est assez abordable d'occasion sans forcément claquer un SMIC. Par contre, si vous voulez vous le permettre, que vous voulez être polyvalent avec la vidéo et que vous voulez vous professionnaliser, je vous conseille quand même un boîtier hybride pour pouvoir vraiment vous concentrer sur la vision artistique. Par contre, vraiment pour un truc performant, ça coûte un bras. Et dernière option, si vous voulez tester la photo traditionnelle et que vous êtes un peu expérimenté, et que vous avez vraiment beaucoup d'argent pour les claquer dans la pellicule, je vous conseille un appareil photo argentique qui reste beaucoup moins intuitif qu'un réflexe ou un hybride, parce qu'en plus de ne pas avoir la possibilité d'avoir un écran LCD, vous allez devoir acheter de la pellicule et pour le coup ça coûte vraiment une couille, et en plus de ça vous allez devoir la développer. Donc ça prend vraiment un temps fou et c'est vraiment super cher si vous voulez un boîtier de dernière génération, mais par contre l'avantage c'est que vous pouvez vraiment en trouver à tous les prix, et les anciens modèles ne coûtent pas forcément très cher, genre 20 balles en brocante par exemple. Les objectifs, il y en a vraiment des tas et ça paraît compliqué de faire un choix. Donc c'est pareil que pour les boîtiers, on va avoir plusieurs types d'objectifs. Les objectifs manuels, les objectifs avec autofocus et les objectifs avec autofocus et stabilisation. Et en plus de ça, dans ces catégories, on peut retrouver des focales fixes ou alors des téléobjectifs. C'est des zooms. Donc les objectifs manuels, tout est manuel comme son nom l'indique, que ça soit le diaph, le focus ou encore le zoom. C'est honnêtement le mieux pour apprendre et ils sont réputés pour être les plus performants. Après pour le coup on peut vraiment retrouver toutes les gammes de prix et de qualité. Les objectifs avec autofocus c'est super pratique si vous shootez des trucs qui vont vite, genre de l'action ou du mouvement. Faut être vraiment très réactif et en gros vos objectifs vous facilitent la vie. Les objectifs avec autofocus et stabilisation, on va surtout s'en servir sur les setups hybrides pour faire de la vidéo, parce qu'on n'a pas forcément besoin de la stabilisation pour prendre des photos. En fonction de la forme de votre objectif, vous allez aussi pouvoir choisir la forme de vos flares, donc rond, carré, polygonal, etc. Et bon après c'est autre chose, mais vous pouvez avoir des objectifs qui sont anamorphiques. Ça va venir vous compresser l'image pour avoir un ratio assez particulier, plus étiré sur la longueur, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que ça appartient plus au monde du cinéma. Après rien ne vous empêche de l'utiliser dans le milieu de la photographie, mais ça reste quand même super cher. Alors maintenant que vous avez un peu la base de votre matériel, c'est-à-dire votre objectif et votre boîtier, on peut voir comment améliorer le setup. Donc déjà vous pouvez améliorer votre confort dans un premier temps, avec des batteries supplémentaires ou alors une poignée d'alimentation. Vous en avez pas mal qui ont le déclencheur intégré pour pouvoir shooter en vertical plus facilement. Si vous avez envie de vous balader avec votre appareil photo souvent, vous aurez sûrement besoin d'un sac.
Mais pour que votre appareil soit plus accessible, il y a des accroches de sac qui existent. Et ça évite aussi de sortir le boîtier du sac à chaque fois. Après, en termes de sécurité, je vous conseille de toujours mettre le pare-soleil sur votre objectif, parce que au moins si quelque chose tape dans votre objectif, c'est pas la lentille qui prend. Voilà, donc ça c'est un peu des accessoires qui vont vous faciliter la vie. Après, c'est pas forcément obligatoire de les avoir, parce qu'on sait qu'un accessoire plus un accessoire plus un accessoire, et surtout dans la photographie, ça commence à coûter un peu cher. Ensuite, pour améliorer vos performances en basse lumière, on va avoir plusieurs possibilités. Déjà, on peut utiliser le flash intégré de l'appareil si vous en avez un, mais bon, il n'est pas si performant que ça. Et s'il n'y en a pas ou alors qui vous convient pas, je vous conseille d'acheter un flash Cobra ou un Snake. C'est la même chose en fait. Vous aurez normalement beaucoup plus de patates que votre flash intégré. Et en plus, ils sont orientables, donc vous ne serez pas forcément obligé de mettre le flash dans la gueule de votre sujet. Après, je suis d'accord que c'est une esthétique qui est quand même un peu particulière, le flash, donc je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui n'aiment pas. Donc si vous voulez faire des shoots en basse lumière mais que vous n'avez pas envie d'un flash, il faudra investir dans des lights. Donc vous pouvez acheter des trucs un peu classiques, genre par exemple des panneaux LED, il y en a de toutes les tailles et à tous les prix. Et que ça soit RGB ou alors simplement lumière blanche. Franchement, ça fait le taf si vous n'avez pas beaucoup de budget, et si c'est toujours un peu trop gros, vous avez la possibilité d'avoir des bâtons LED. Les prix sont variables en fonction des modèles et surtout de la taille. Après, si vous voulez en savoir plus sur les projecteurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite directement sur les projecteurs. Vous comprendrez certainement un peu mieux. Bon ok, maintenant qu'on a un set performant et pratique, on peut encore améliorer tout ça en ajoutant ce qu'on appelle des filtres. Alors en général, les filtres, selon ce que vous achetez, ça peut vous coûter vraiment très cher. Donc vraiment la base de la base pour améliorer votre qualité photo, c'est un filtre ND. On l'appelle aussi le filtre neutre. Donc si je dois vous résumer un peu à quoi ça sert, c'est pour vous permettre d'ouvrir le diaph au maximum quand il y a beaucoup de lumière. Que normalement on peut pas trop faire puisque quand on ouvre le diaph en journée, en général ça crame. Donc ça vous enlève quelques stops de diaph en fonction de ce que vous choisissez, et du coup vous pourrez avoir un arrière-plan qui est plus flou. Donc ça peut permettre de prendre des photos en 1.4 en pleine journée. Après vous avez aussi le filtre qui est polarisant, qui est très sympa aussi. Ça va vous permettre d'enlever pas mal de reflets sur les surfaces réfléchissantes. Je sais pas si vous avez déjà essayé des lunettes polarisantes, mais en tout cas ça fait à peu près le même effet. Et pour certains cas comme par exemple les phares de voiture, ça peut venir vous ajouter un aspect un peu néochrome. Si vous voulez combiner les filtres polarisants et les filtres ND, c'est possible, il y a même des modèles qui combinent les deux. Donc après ça pour le coup c'est vraiment la base de la base. Et après il y a aussi plein d'autres filtres qui vous permettent de coloriser votre image ou alors de rajouter des effets. Les filtres de couleur c'est assez sympa, après c'est une utilisation qui est assez particulière, faut vraiment en avoir l'utilité quoi. Les filtres avec des effets ça coûte vraiment très cher, et c'est surtout une utilisation qui est très particulière. Pour vous donner un exemple, on a le filtre Glow qui est le plus commun, il va faire briller votre image. Et on va pouvoir avoir aussi des flares qui sont différents des flares classiques. Et puis en plus ça facilite grandement la post-production. Après comme je l'ai dit, ça a quand même un certain coût. Vous en avez plein d'autres avec des effets comme par exemple de la distorsion, de l'aberration chromatique, du split, enfin bref, il y en a vraiment des centaines. Si je dois vous conseiller au niveau des filtres, je vous conseille d'acheter un ND, un polarisant et un glow. C'est vraiment honnêtement les plus utiles. Bon du coup je suis une âme charitable, donc je vous ai fait une petite liste de matériel en fonction du budget que vous avez. Si vous avez un budget de 500 €, vous pourrez bien évidemment pas avoir un truc de fou, mais il y a quand même des trucs qui sont assez sympas. Donc pour 500 €, je vous conseille d'acheter un Canon 100D, qui est vraiment super sympa, très compact et vraiment pas cher d'occasion. Et vous pouvez le combiner avec le mythique 50 mm 1.8 de chez Canon. C'est un setup qui fait très bien le taf, il est très fiable et c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et normalement il devrait vous rester un peu de sous après, donc je vous conseille d'acheter un filtre polarisant et un filtre ND. Et s'il vous reste encore des thunes, vous pouvez bien sûr acheter un sac ou une petite sacoche. Pour 1000 € ça commence à être sympa. On peut avoir un Lumix GH4 ou un G9 avec un objectif 12-60 qui ouvre à 2,8. Si vous achetez d'occasion, il devrait vous rester des sous, donc vous pouvez vous permettre d'acheter quelques petits accessoires. Pour 2000 €, là ça commence à être sympa, on peut vraiment avoir du gros calibre. Genre par exemple un Sony Alpha 7 II avec un 28-70 qui ouvre à 3,5. Vous serez quand même très polyvalent avec la vidéo et il vous restera même 800 € pour acheter le matériel dont vous avez envie. Pour 5000 € maintenant, on a vraiment le choix. On peut avoir un Sony Alpha 7 IV avec un objectif 28-70 et c'est pareil, il vous restera quelques sous pour acheter du matos. Ou alors on peut dépasser un tout petit peu le budget et on peut avoir un Canon R5 avec un objectif RF, donc vraiment c'est le top du top. Par contre il vous restera plus rien pour le matos et vous aurez un peu pété votre budget. Et si votre budget c'est 10K, bon, bah globalement vous avez la possibilité de prendre un boîtier avec plusieurs objectifs. Mais bon après si votre budget c'est 10K, vous avez déjà sûrement du matos et je sais pas pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je tiens à préciser que c'est pas forcément le prix qu'on va mettre dans du matos qui va faire de vous un meilleur photographe. Le but de cette série de vidéos, c'était vraiment de vous faire comprendre que peu importe les moyens qu'on a, on peut quand même arriver à faire des trucs sympas. C'est d'ailleurs le dernier épisode de la série Phototips et j'espère vous en avoir appris un peu plus sur la photographie, ou du moins un peu éclairer vos ambitions. Je tiens à préciser que les méthodes et les conseils que je vous donne s'appliquent pour la photo en amateur, mais également pour les professionnels. Ce sont des bases à savoir quoi qu'il arrive et qu'il ne faut surtout pas négliger.
Il y a des codes et il faut savoir s'en servir pour avoir un rendu correct. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous partager un peu ce que je sais et j'espère vraiment que ça vous aidera pour la suite. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, la série Phototips est finie, mais je prépare une autre série qui parlera cette fois-ci de vidéos. C'est une sorte de complément à cette série puisque ça reprend plus ou moins les mêmes codes. En tout cas, ça sort bientôt et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!